Les éditions Siegfried présentent La bataille de Verdun de Philippe Pétain, lu par Philippe Paulet. Chapitre 1. Préliminaires et engagement de la bataille. Le 21 février 1916, un ouragan de fer s'abat sur les défenses de Verdun. Les Allemands attaquent avec une puissance et une violence jusqu'alors inégalées. Les Français relèvent le défi, car Verdun n'est pas seulement la grande forteresse de l'Est destinée à barrer la route à l'invasion, c'est le boulevard moral de la France. La ruée allemande submerge tout d'abord nos positions avancées, mais nous ne tardons pas à nous ressaisir, et seuls nous tiendrons en échec le formidable effort que les Allemands renouvelleront sans interruption pendant 5 mois. La région de Verdun deviendra ainsi le champ clos d'un duel terrible entre les deux principaux adversaires du front occidental. L'évocation de ces événements est fort émouvante pour celui qui porta en grande partie la responsabilité de les diriger. C'est ce dont témoignent, de façon saisissante, les paroles généreusement inspirées que m'adressait le général Pershing lors de sa visite à Douaumont le 21 septembre dernier. L'horreur poignante de la tragédie qui s'est jouée ici vient de m'apparaître à nouveau, et toute l'exaltation de la victoire a disparu devant ma compassion pour les victimes du sacrifice. Leur courage patient, leur volonté inébranlable de poursuivre inlassablement le long et douloureux chemin du martyre qu'ils avaient accepté ont été magnifiés en termes plus appropriés que ceux que je ne pourrais jamais trouver. Mais la douleur de celui qui commandait ces hommes a été trop souvent oubliée de ceux qui commentent ces batailles. J'ai fréquemment eu la sensation, lorsque nous étions ensemble, que je pouvais lire votre pensée et suivre votre esprit passant en revue les jours et les semaines de vos engagements sur ce terrain quand le sort de votre pays était dans la balance. Ceux-là seuls qui savent la sollicitude de votre cœur peuvent mesurer le fardeau des angoisses qu'il a supportées. Aucun de vos soldats n'est tombé sans que leur chef n'en ressente une blessure, et le masque impassible qui cache vos sentiments a couvert une peine constante et sans répit. Comme vieil ami et camarade de combat, ma pensée va vers ceux qui ne sont jamais revenus, et, comme vous, je pense à eux avec une compassion infinie. Ces paroles comptent parmi les plus vraies et les plus belles qui aient été dites à propos de Verdun. La situation générale des belligérants à la fin de 1915. Avant d'exposer les intentions du haut commandement, au début de l'hiver 1915-1916, voyons quelle était la situation générale des forces en présence. Les services historiques français, après des calculs extrêmement consciencieux, affirment qu'à la fin de 1915, les deux parties s'équilibraient sensiblement avec quelques 6 millions d'hommes présents aux armées dans chacune des coalitions. Les hommes disponibles dans les dépôts de l'intérieur étaient surtout nombreux en Allemagne, en Russie et en Angleterre. L'Autriche et la France avaient été lourdement éprouvées par la première année de guerre. L'Italie et la Turquie ne disposaient que d'effectifs à peine suffisants pour alimenter leurs fronts respectifs. La Serbie se trouvait momentanément hors de cause. Toute possibilité de rupture d'équilibre à escompter pour le début de 1916 résidait surtout dans la richesse des dépôts et dans la puissance des matériels de combat. L'avantage appartenait nettement à l'Allemagne, qui comptait à l'intérieur
environ 1 500 000 hommes instruits et dont les usines de guerre travaillaient à plein rendement grâce aux sages mesures de mobilisation qu'elle avait prises dès longtemps. La France, l'Angleterre et la Russie demeuraient hors d'état de compenser cette supériorité. En Russie, il y avait beaucoup à faire pour améliorer l'organisation des troupes et compléter leur armement. En Angleterre, on allait différer jusqu'au 27 janvier 1916 le vote du Military Service Act, qui imposerait le service obligatoire à tous les célibataires, et l'on devrait attendre plusieurs mois pour distribuer les divers matériels que l'industrie avait mis en chantier. La France souffrait de voir ses effectifs appauvris par les 15 mois d'une lutte dont elle supportait la charge la plus lourde sur le front occidental. Elle était insuffisamment outillée par suite des retards et des difficultés de sa mobilisation industrielle. Elle devait, par surcroît, fournir des armes et des munitions à certains de ses alliés et se trouvait pour ces motifs en situation de réelle infériorité vis-à-vis de l'Allemagne. Nous pensions bien que cette dernière chercherait à exploiter au plus tôt ses avantages, mais où nous semblait-il qu'elle produirait son effort ? À l'Est, ce n'était pas indiqué. Sans doute, les Russes offraient-ils une proie tentante depuis leur recul jusqu'au méridien de Riga, mais ils conserveraient toujours pour eux le temps et la distance. On pouvait s'attendre à les voir renouveler le stratagème qui leur avait si bien réussi en 1812 et éviter par la retraite les étreintes décisives pour menacer ensuite les lignes de communication de leurs assaillants. Au sud-est, aucun objectif sérieux ne s'y présentait. La Serbie avait pour quelque temps disparu de la lice, la Roumanie et la Grèce ne manifestaient jusqu'alors aucune hostilité aux empires centraux, et les Franco-Britanniques hésitaient à concentrer leurs moyens aux Dardanelles, à Salonique ou en Égypte. Au sud, l'Allemagne ne voudrait pas s'alourdir d'une nouvelle collaboration avec l'armée austro-hongroise, déjà si lourde à porter et qui suffisait à contenir l'Italie sur un théâtre d'opération considéré comme momentanément secondaire. À l'ouest, oui, c'est là que les Allemands devraient frapper. Ainsi, ils empêcheraient la France de se relever de ces terribles pertes du début et décourageraient l'Angleterre de se lancer à corps perdu dans la guerre. Le haut commandement adverse chercherait à nous abattre par de violentes offensives sur notre front. Il atteindrait l'Empire britannique et nous-mêmes par le développement à outrance de la guerre sous-marine. Il aurait, à cette double fin, deux objectifs relativement proches. Paris, au cœur de la France, les bases navales du Pas-de-Calais à la soudure franco-anglaise. Les grands alliés de l'Ouest s'attendaient à être attaqués en 1916, mais leur attention se portait plus particulièrement sur les routes des Flandres ou de la région parisienne. C'est donc à proximité de ces routes qu'ils inclinaient à maintenir le centre de gravité de leurs forces.